je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité en fait d'améliorer sa santé par l'alimentation. Et j'ai fait une recherche plus poussée sur, du coup, moi qui suis une grande gourmande, qu'est-ce que je peux quand même consommer en continuant à me faire plaisir, sans en continuer à endommager ma santé. Et on se dit: «OK, bingo, je pense qu'il y a un moment donné, il faut que le grand public soit bien au courant de ça et qu'on crée des gammes de produits alimentaires qui permettent de se sortir, de certaines maladies». Et l'engagement est presque plus important que les followers, parce que pour le coup, c'est l'engagement qui va générer une vente. En gros, j'ai une phrase que j'utilise tout le temps, c'est fake it until you make it. En fait, chaque épreuve de l'entrepreneuriat, il est fait pour te tester, pour savoir si tu es fait d'être entrepreneur ou pas. Être entrepreneur ou pas. Si tu abandonnes maintenant, c'est que finalement, à ce timing de ta vie, tu n'étais pas fait pour être entrepreneur parce que tu n'étais pas prêt à encaisser tout ce qu'il faut encaisser. Bonjour, je suis Fatima et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast New Woman Boss, le podcast de la nouvelle génération de femmes qui entreprennent. Pour cet épisode, je suis très heureuse d'accueillir Rafaela Nolo, la cofondatrice de Yensi, une marque de food saine avec des produits 100% naturels, sans sucre et riches en oméga 3. Alors que rien ne prédisposait Rafaela à devenir entrepreneur, et alors que l'attendait une longue ligne droite dans sa carrière professionnelle dans le management, une carrière qu'elle exerce en grande partie à New York, eh bien c'est suite à des problèmes de digestion récurrents que Rafaela se tourne vers la nutrition. Mais ne trouvant pas de solution pour régler ses problèmes de mal-être, elle va alors se découvrir une nouvelle passion pour l'alimentation. Une passion qu'elle va partager avec son partenaire Clément, et ensemble, ils rêvent de produits sucrés mais complètement sains pour la santé, et c'est la rencontre avec un ami de la famille de Clément qui va tout changer et les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir dans la première partie de l'épisode la genèse de cette histoire racontée par Rafaela. Dans la seconde partie, j'ai voulu en savoir plus sur la concrétisation de leur projet, comment ils ont créé une communauté fidèle sur Instagram ou encore sur TikTok. Rafaela nous parle également de la différence entre nombre de followers et engagement, une nuance qui est très importante, de la manière de choisir ses influenceurs en fonction de son produit et de sa cible, mais aussi des différents canaux d'acquisition qu'ils utilisent pour réaliser leurs ventes en B2B et en B2C. Enfin, comme j'ai suivi l'aventure de Rafaela depuis pratiquement le début de son entreprise, je voulais savoir comment ses associés, elles, avaient surmonté les difficultés qu'ils ont connues au début de leur projet, comme par exemple les retards de livraison des produits dus au Covid ou encore du changement du nom de leur marque. Des difficultés qui auraient pu les amener à baisser les bras, mais vous allez l'entendre, c'est tout le contraire qui s'est passé. Je vous propose d'écouter cette interview presque 100% sans sucre. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur iTunes. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Rafaela. Salut Fatima, tu vas bien ? Oui, ça va bien, merci et toi ? Super, merci beaucoup pour ton accueil aujourd'hui. Merci, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Moi aussi, merci. On va parler justement de ce que tu as lancé. Tu es cofondatrice alors de Yensi, une marque de food saine avec des produits 100% naturels et on va en parler, donc sans sucre et plein d'oméga 3. Et tu vas nous présenter ça un peu plus en détail. Mais pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles de toi, nous dire qui tu es et quel est ton parcours avant de devenir entrepreneuse. Oui, du coup, je suis Rafaela, j'ai 30 ans et en fait, avant de monter ma boîte, j'ai eu une carrière dans le consulting en management en Amérique du Nord. J'ai fait 1 an et demi à Montréal et le reste à New York. Et je suis rentrée qu'en 2019 en France, où j'ai continué encore un petit peu le consulting, avant de me rendre compte que la chose qui m'animait le plus, c'était de monter ma propre boîte et dans un domaine que j'affectionnais particulièrement, c'est-à-dire la nutrition et l'alimentation. Mais à la base, j'étais pas du tout on va dire,
le profil qu'on aurait imaginé monter une boîte, puisque j'ai fait la bonne école qu'il fallait à parisienne, Dauphine, en marketing. Ensuite, je suis partie donc en consulting, en management, comme je te l'ai expliqué au début. Et donc, j'étais partie vraiment pour faire un parcours corporate, comme beaucoup de personnes en sortant de grandes écoles. Et en fait, j'ai changé mon fusil d'épaule. Tu as changé ton fusil d'épaule, oui. Oui, et puis en plus, donc j'ai vu donc une longue carrière à New York. En même Oui, temps, ouais, c'est pas la ville, on peut dire, où on mange le plus sainement. c'est sûr, Et c'est sûr. C'est vrai c'était qu'aux États-Unis, en général, on est vite tenté de manger très gras, très sucré, de manger aussi rapidement sur le pouce, parce que ouais, on a peu de temps en fait pour se nourrir à New York, parce qu'on a tendance à prioriser sa carrière, à prioriser les fêtes, etc. Donc, c'est ouais. sûr qu'on fait pas attention à sa santé. Ouais, et du coup, comment tu es arrivée justement, toi, à t'intéresser à la nutrition et est-ce que et comment tu t'alimentais? Ben justement à New York, puisque en fait j'avais des gros problèmes de digestion à New York, qui étaient notamment dus au stress, et pas que l'alimentation. Mais du Ouais. coup, j'ai essayé de chercher l'origine quand même dans l'alimentation. Et je suis allée voir des gastro-entérologues, des médecins, etc. Et ils m'ont tous dit, bon, pour moi, vous avez rien, on ne sait pas d'où ça provient. Et en fait, tous les matins, je me faisais un petit déj qui me semblait sain. Je me faisais des flocons d'avoine avec un maximum de sirop d'agave et, Ouais. et des pépites de chocolat, etc., quelques fruits. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, le sirop d'agave est très mauvais pour la santé, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Ah Pen oui, d'accord, ouais. En Ouais. général, on pense que c'est bon de le remplacer par du sucre blanc, en fait, et en fait, non. Et ouais, alors on va parler de moins pire que le sucre blanc, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui se leurrent et qui pensent que le sirop d'agave est bon pour la santé, parce qu'en fait, il a très peu de glucose, parce qu'il y a 2 molécules principales dans les sucres simples. Il y a le glucose et il y a le fructose. Et le Mmh. fructose, les gens ont tendance à se dire: «Ah bah, c'est le sucre des fruits, donc ça va». Dans les fruits, il y en a certes, mais il y en a peu. Mais quand tu fais un concentré comme ça, dans un sirop, Ouais. ça fait qu'il y a à peu près 80% de fructose dans le sirop d'agave. Or, la digestion du fructose se fait par le foie. Le foie filtre tout ça et ça l'épuise en fait à la fin, et ça provoque certaines maladies à plus long terme, qui peuvent être très graves. Donc, D'accord. en fait, si tu veux, il faut pas se dire je remplace le sucre de canne par le sirop d'agave, et comme le sirop d'agave est soi-disant plus sain, je peux en prendre beaucoup plus. Il faut faire très attention à ça et toujours rester dans la modération sur ce sucrant-là. Mmh mh. Mmh. Mais c'était pas la seule cause, hein, de mes problèmes de digestion. Comme je disais, il y avait le stress aussi, il y avait le fait que je mangeais beaucoup sur le pouce. À New York, tu as pas vraiment de pause déj, la mentalité des gens, c'est on mange à son desk, devant son ordinateur, en répondant à ses emails. Hem Mmh. mais quand même, globalement, je pense que mon petit déj était aussi trop chargé en sucre, en fait, et du coup, le reste de la journée, j'étais fatiguée, irritable, et j'avais tous les effets secondaires que le sucre peut provoquer. Donc c'est comme OK. ça que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et à plonger ma tête un peu dans les sujets du sucre. D'accord, donc en fait, tu trouvais pas de solution à ton problème, concrètement, tu savais pas pourquoi tu avais ces problèmes de digestion et tu t'es intéressée à ce moment-là à la nutrition. Exact. Et qu'est-ce que tu as découvert justement à ce moment-là? C'est qu'on consomme beaucoup trop de sucre, au petit Ouais. déjeuner, que c'était pas bon du tout? Ben, en fait, j'ai commencé à faire, une expérience assez originale. C'est que j'ai mis sur mon bras un moniteur de glucose. Ouais. Normalement, c'est que pour les diabétiques. Les personnes qui Mmh. sont atteintes de diabète, en fait, elles ont la particularité de pas pouvoir digérer comme nous le sucre. Ça élève beaucoup trop leur taux de sucre dans le sang, et puis à terme, ça peut provoquer des choses très graves comme devenir aveugle, handicapé, et cetera. Ouais. Donc en fait, ils ont un moniteur de glucose qu'ils achètent en pharmacie sur le bras, qui est comme une petite microfibre qui passe sous la peau et qui mesure constamment le taux de sucre dans le sang, pour Ouais. qu'ils puissent s'assurer, eux, que ça dépasse pas les normes. Et moi, je l'ai mis comme sur mon bras, alors que je ne suis pas du tout diabétique, mais pour faire l'expérience et pour voir ce que ça allait faire sur moi. Et en fait, j'ai commencé à faire des tests sur des aliments, et là, j'ai constaté que certains aliments faisaient des gros pics de sucre dans le sang, et Mmh que mh. bizarrement, juste après ces pics de sucre dans le sang, je me sentais hyper fatiguée, irritable, et puis ouais, difficulté, enfin, franchement, parlons franco, difficulté à aller aux toilettes, etc. Ouais. Donc j'ai commencé à me poser des questions, et je me dis: tiens,
est-ce que le sucre, les glucides, le gluten, ça pourrait pas avoir un lien aussi sur pas mon mal-être, parce que j'étais quand même une personne très heureuse à New York, hein, mais Mmh. sur ma Oui, santé. sur Ouais, ton état au quotidien, quoi. De te c'est ça. sentir pas bien, tes problèmes de digestion, effectivement, le sucre, ça touche tout ce qui est flore intestinale et tout ça, donc du coup, Ouais. il y a toutes les conséquences qu'il y a derrière qui font qu'on est mal, quoi. Et très juste, ouais, c'est un super bon point ce que tu dis, c'est qu'effectivement le sucre, ça nourrit les mauvaises bactéries qui sont situées dans notre microbiote intestinal, et par contre ça tue les bonnes bactéries qui sont en charge de notre digestion. Donc Mmh. effectivement, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui disent qu'ils sont intolérants au gluten. Donc le gluten, pour rappel, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout ce qui est contenu dans les pâtes, le Ouais. pain, aussi le blé, le flocon d'avoine, etc. Et ils pensent qu'ils sont intolérants au gluten, mais en fait, c'est juste que leur microbiote intestinal a été endommagé par le stress aussi. Ça provoque aussi des pertes du Ouais. microbiote intestinal. Euh, et le fait de consommer un petit peu trop de sucre. Et donc, c'est intéressant de pouvoir rééquilibrer son microbiote intestinal, parce qu'après, on a les problèmes de digestion souvent peuvent disparaître, et on pensait être intolérant au gluten, et finalement, on a réussi à repeupler notre microbiote et on se sent beaucoup mieux. Donc, c'est comme ça qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité en fait d'améliorer sa santé par l'alimentation. Et j'ai fait une recherche plus poussée sur, du coup, moi qui suis une grande gourmande, qu'est-ce que je peux quand même consommer en continuant à me faire plaisir, Ouais. sans en continuer à endommager ma santé. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le sirop Diacone notamment, qui est D'accord. donc le sirop, le sucrant naturel qu'on vend maintenant sur notre site internet, qui est donc un sucrant naturel qui n'a pas d'indice glycémique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'indice glycémique, c'est la capacité à un sucre d'augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc, par exemple, le sucre de canne, c'est 70. Donc, plus c'est élevé, plus c'est mauvais. Le Mmh. sirop d'agave dont on a parlé tout à l'heure, c'est un indice glycémique de 20. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. C'est pour ça que je dis que c'est moins Ouais. pire. Mais le sirop Diacone, c'est un indice glycémique de 1. Donc on se Ah retrouve oui, ouais, voilà. c'est très bas, quoi, donc forcément, c'est plus intéressant pour la santé. Voilà. Et beaucoup de personnes me challengent, et ils ont tout à fait raison, notamment des nutritionnistes, en me disant: «OK, l'indice glycémique est faible, il est de 1, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de fructose comme dans le sirop Mmh. d'agave?» Parce que le fructose n'élève pas le taux de sucre dans le sang, il est filtré par le foie. Et en fait, il se trouve que dans le sirop Diacone, c'est ça qui est extraordinaire avec ce sucrant, c'est qu'il y a quasiment pas de fructose dedans. Il y a à peu près 5 ou 6% de fructose, alors que dans le sirop d'agave, il y en a 80%. Ah oui, ah, il y a une grosse différence, donc tu as adopté le sirop de Yacon à la place, Ouais, parce de qu'aux celui États-Unis, c'était déjà vendu, enfin, c'était déjà plus commun. En France, c'était pas encore arrivé, et très à la mode, mais du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est intéressant». Après, je pourrais expliquer un peu plus en détail comment on a vraiment cofondé Yancy, parce que j'ai pas envie de prendre toutes les fleurs pour moi, puisqu'il y a un de nos cofondateurs qui est celui qui m'a vraiment donné le déclic à me lancer. ouais. Je pourrais l'expliquer aussi, quand tu le souhaiteras. Ouais, ben, on va en parler justement. Juste pour revenir sur le sucre, effectivement, c'est un gros sujet ça, parce qu'on en a parlé beaucoup pendant un moment. Il y avait eu un très bon documentaire d'ailleurs sur Arte là-dessus, sur, cette dépendance au sucre qui est vraiment comme de la drogue. Ouais, J'étais impressionnée là en faisant des recherches, j'ai vu sur Planétoscope, ils ont un compteur, virtuel qui ouais, comptabilise le nombre de sucre qui est consommé à la seconde. C'est 70 morceaux de sucre à la seconde, en France, et tu vois le compteur qui tourne depuis le 1er janvier. C'est assez impressionnant de voir ça. Tu te dis: «Waouh, tout le sucre qui est ouais, consommé, et qui se retrouve principalement dans tout ce qui est produits transformés». oui. Et est-ce que justement toi, par rapport à ta consommation de sucre, tu as réussi à la réduire, donc déjà via ce sirop, mais au quotidien, est-ce que tu as fait un changement drastique là-dessus? Comme, il y en a beaucoup qui se sont mis à faire des cures, enfin à arrêter complètement le sucre. Parce que moi j'avoue que ce serait très difficile pour moi. Ouais. Non, non, je suis pas du tout dans les extrêmes par contre, je j'ai pas du tout arrêté le sucre, je continue à en consommer. Alors après, j'étais jamais une grande consommatrice de sucre, hein. Ouais. J'ai jamais été quelqu'un qui consommait, qui mangeait tous les jours des gâteaux, des pâtisseries et cetera. Donc je suis pas une énorme consommatrice de sucre,
Mais non, je suis pas du tout dans la privation et c'est pas du tout ce que je recommande non plus à nos clients. Il y a beaucoup de nos clients qui se tournent vers nous pour des conseils de nutrition. Alors, on est entouré de nutritionnistes, bien sûr. Hein, on se permettrait pas de donner des conseils alors que nous, on n'a pas le diplôme de nutritionniste. Donc, on est entouré par des gens compétents. Et on répond toujours qu'il faut surtout pas se frustrer, qu'il faut continuer à se faire plaisir de temps en temps, même avec des mauvais sucres comme le sucre de canne. Mhm. Sinon, tu as tendance à en fait faire effectivement un régime hyper restrictif pendant un temps et après, tu vas surcompenser. Et finalement, tout ce que tu as Mhm. fait comme travail pendant 2 ou 3 mois, tu vas le perdre en l'espace de 1 semaine parce que tu auras tout lâché. Ouais. Donc, Ça, c'est comme tous les régimes, il vaut mieux pas se restreindre, juste manger, ce dont on a besoin, le plus équilibré possible, le mieux possible, puis après se faire plaisir de temps en temps, quoi. c'est exactement ça Ouais. et c'est exactement, l'idée. Et puis aussi, aujourd'hui, il a été aussi prouvé que en fait, il y a 2 impacts que tu peux avoir sur le corps. C'est en consommant du sucre, bien sûr, mais aussi la manière dont tu consommes le sucre. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux consommer, je vais prendre l'exemple des pâtes parce que ça choque toujours, parce que dans les pâtes, il y a beaucoup de Ouais. glucides. Et les glucides, il y a beaucoup de personnes qui disent à tort que ce sont en fait des sucres complexes. C'est pas vraiment, alors plutôt des sucres lents. Moi, j'appelle pas ça des sucres lents, ce sont des sucres rapides aussi, mais ce sont effectivement des sucres complexes dans le sens où c'est plusieurs molécules de glucose qui sont imbriquées les unes aux autres. Quand tu les digères, elles se séparent toutes et ça donne des molécules de glucose simples, donc comme si tu mangeais du sucre de canne. Donc ça D'accord. choque. Ça choque Ouais. énormément parce que les Ouais, gens, ouais. ils pensent qu'ils consomment des pâtes et donc ils pensent ne pas consommer de sucre entre guillemets. Et Ouais. finalement, les pâtes ont tendance à faire le même effet sur le corps. Heureusement, il y a des recherches qui ont prouvé, et d'ailleurs je les ai testées sur moi-même, que si tu consommes par exemple des pâtes et que juste avant tu consommes un aliment qui ralentit la digestion de ce glucose que tu vas ingérer après justement, comme Ouais. par exemple les fibres qui sont contenues dans la salade, dans les crudités, ou bien des protéines comme dans le houmous, ou bien je pense à apéro, c'est pour ça que je parle de houmous, mais tu peux très bien manger du Mmh. poisson, de la viande, etc., des œufs. Si tu consommes ça en premier et ensuite que tu consommes des pâtes, Ouais. l'impact des pâtes, des glucides contenus dans les pâtes vont avoir beaucoup moins d'impact négatif sur ton corps. Le sucre dans le sang va se libérer moins rapidement et donc finalement, tu auras un impact moins négatif sur ton corps. Et D'accord, ça va ralentir en fait, tout ce qui est, digestion au niveau de donc ce que tu disais, le sucre des pâtes, quoi. c'est exactement ça. Donc c'est ça D'accord. qui est hyper intéressant et c'est comme ça qu'en fait, on peut aujourd'hui rester en bonne santé, continuer à se faire plaisir. Moi, j'adore les pâtes, j'en mange 2 ou 3 fois par semaine, hein, et sans culpabiliser. Mais est-ce que c'est mieux de les moi je les ai remplacées par des pâtes complètes, au blé complet pardon. Alors Alors malheureusement, c'est pareil? c'est malheureusement pareil. Peut-être la seule différence, c'est qu'il y a un peu plus de vitamines intéressantes dans des pâtes complètes, mais par contre, sur le taux de glucides, c'est à peu près la même chose. Par D'accord. contre, tu peux remplacer avec des pâtes intégrales. C'est encore le niveau D'accord. au-dessus, là. Ah ouais, c'est encore au-dessus, ouais. Mais après, encore une fois, moi, je me dis toujours, je préfère largement manger des pâtes blanches et plus rarement, du coup, mais Ouais. carrément me faire plaisir, du coup. Je mange Ouais. vraiment ce que j'aime. Heu, Mmh. pareil pour le pain. Bon, alors le pain, par contre, j'ai une préférence gustative personnellement pour du pain qui est un peu plus complet, comme le pain au petit épeautre, le pain Ouais. au levain, etc. Parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus calée en consommant ça. Et en Tot plus, ça a moins de glucides. Donc, mmh. c'est pierre deux coups. Ouais, je suis totalement d'accord là-dessus. Ouais. C'est pareil. Donc, du coup, voilà. Et du coup, justement, est-ce que tu nous parlais tout à l'heure donc de la genèse, tu commençais à nous dire que donc c'était aussi une rencontre. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre qui t'a amené ensuite, ben, à créer, ton projet derrière? Oui, tout à fait. Alors en fait, quand j'ai démarré, donc quand je suis rentrée en France, avec mon associé Clément, on a rencontré un ami des parents de mon associé actuel Clément, qui s'appelle Thierry. Et Thierry, il est diabétique en fait de type 2, ça veut dire qu'il est devenu diabétique au cours de sa vie. Et il nous a raconté une histoire hyper touchante, voire je dirais même impressionnante. C'est-à-dire que lui, il est devenu diabétique vers l'âge de 40 ans. Et
Et donc, il devait se piquer à l'insuline parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on est diabétique, on ne digère pas le sucre de la même manière. Donc, on est obligé de prendre certains médicaments et même se piquer. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez C'est contraignant. lourd. Ouais. C'est Mm. très lourd. Et en fait, il a décidé avec son médecin traitant de faire une expérience et de lui dire, il lui a dit, écoute, je vais changer mon mode d'alimentation. Je vais un peu plus m'activer, etc. Et on va voir si ça a un impact et si je peux, par hasard, réduire mes médicaments. Et effectivement, au bout de 2 ans de changement d'alimentation, aujourd'hui, on l'appelle en rémission de diabète, c'est-à-dire qu'il est toujours, enfin, je veux dire, plus susceptible que d'autres d'avoir un diabète un peu plus extrême, mais par contre, aujourd'hui, il s'alimente quasiment comme toi et moi, sans se piquer à l'insuline. D'accord. En Donc, ayant fait des changements dans son alimentation au quotidien, c'est ça? exact. Et notamment en remplaçant le sucre de canne avec du sirop Diacone, qui a donc un indice glycémique très bas, etc. Et en fait, là, ça nous a fait un déclic. On s'est dit, mais attends, non seulement moi, en faisant mes recherches quand j'étais aux États-Unis, je me suis rendu compte que je me sentais mieux depuis que j'ai changé mon alimentation. Toi, tu étais carrément malade et aujourd'hui, tu l'es moins et tu peux vivre une vie à peu près, entre guillemets, normale, comme des personnes pas atteintes de diabète, en changeant ton mode d'alimentation. Donc, il y a un moment, et tout ça autour du sucre. Et on se dit, Mmh. OK, bingo. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut que le grand public soit bien au courant de ça et qu'on crée des gammes de produits alimentaires qui permettent de se sortir de certaines maladies Mmh. sans se prendre pour des gourous ou des médecins. Hein. C'est vraiment juste Oui, améliorer une condition. et faire connaître, le sirop de De Yakult. Yukon de Yacon, pardon, qui était pas connu d'ailleurs ici, hein. Enfin, j'en avais jamais entendu parler, hein. Ouais, en France, inconnu au bataillon. Inconnu, ouais. Le sirop d'agave, on en entend beaucoup parler, mais celui-ci, non, jamais. Exact. Le sirop Diacone, complètement inconnu. Et j'irai même plus loin. En France, il n'y a même pas de culture de Yacone. Ouais. Alors que il y en a énormément donc au Pérou parce que c'est l'exportateur mondial le plus important en sirop Diacone et en Yacone en général. Et donc là, on s'est dit aussi, ça c'est pareil, c'est quand même bizarre qu'on plante pas cette plante qui est juste extraordinaire en termes de vertu, même crue, hein, indépendamment Ouais. du sirop qu'elle permet de fournir. C'est une tubercule qui ressemble à la patate douce. C'est ce que j'allais dire, j'ai vu les photos sur le site, ça m'a fait rappeler la patate douce, ouais. C'est ça. Et si tu veux, tu peux très bien l'acheter comme ça, telle quelle, la cuire chez toi et faire une purée ou manger comme des pommes de terre, si tu veux. C'est la même utilisation. Et ça a un goût un petit peu sucré, c'est assez agréable, un peu comme la patate douce. Et donc, c'est un produit aux 1000 vertus. Et on s'est dit, ben, c'est quand même dommage qu'en France, on n'ait pas ce produit-là. Donc, on est en train de créer une filière bio en France de culture de Yacon. Donc, à partir D'accord. on a déjà commencé en 2021, mais là, on étend à plus grande échelle. En 2022, là, à partir d'avril, on plante 3000 plants Diacon en France. On est les premiers à le faire en collaboration avec des agriculteurs. Et Ah, c'est intéressant, vous êtes allés loin du coup. Bah, c'est pour éviter justement cet export, parce que ça oui, du Pérou jusqu'en France, c'est aussi, oui, je veux dire, ça donne aussi un sens à votre projet en termes d'écologie. Ça évite de transporter aussi, un ingrédient qui vient d'aussi loin et puis, en plus de ça, vous maîtrisez, au moins toute la chaîne. c'est exactement ça. Tu as tout compris, c'est exactement les deux axes sur lesquels on voulait vraiment avoir un impact. C'est en termes empreinte écologique et sur la mainmise sur la qualité du produit. Aujourd'hui, on a confiance en nos fournisseurs, on les connaît très bien, etc. On sait que la qualité du sirop Diacone qu'on vend est très bonne, mais c'est vrai que on aimerait encore améliorer ça. Et surtout que dans les prochaines années, je pense que ça va devenir comme le sirop d'agave, donc tout le monde va se Ouais. l'arracher. Donc typiquement, c'est au moment où un produit devient très à la mode que sa qualité devient moins bonne, parce qu'il faut en produire beaucoup plus en quantité, beaucoup plus rapidement, et c'est là où en fait le produit est détruit. À la base, le sirop d'agave, pour en revenir dessus, c'était un produit qui était pas mal, mais c'est juste qu'aujourd'hui les méthodes de transformation de ce produit-là sont devenues catastrophiques et ce qui fait que ça détériore totalement le produit. Donc nous, on veut éviter ça avec le Yacon et c'est pour ça qu'on veut avoir notre propre filière de culture de Yacon, de transformation de Yacon pour ensuite vendre le sirop. Ah, c'est bien, donc c'est lancé du coup, c'est Ouais, top. on est presque au mois de mars, on reçoit les plans.
On peut les planter qu'à la fin de la dernière gelée. Donc, ça sera pour avril, quoi, à peu près. D'accord, OK, bah, top. Et du coup, tu me parlais tout à l'heure de Clément, ton associé. Donc, vous étiez déjà associés avant de rencontrer Thierry? Vous avez déjà l'idée de vous lancer ensemble dans le domaine de l'alimentation? Alors, en fait, Clément, c'est mon copain aussi. D'accord, Voilà, OK, on a monté notre boîte en couple. Et en fait, Clément et moi, on a un peu le même profil psychologique. On est un peu des impertinents. On n'aime pas trop les figures d'autorité qui nous disent ce qu'il faut ou pas faire. d'accord. Mais on a su tous les deux dompter cette partie de notre personnalité quand on était dans le milieu plus corporate, dans des entreprises, et ce qui nous a permis. Enfin, moi, j'ai quand même tenu 5 ans dans une boîte ultra corporate de consulting en management, donc j'ai bien su taire ce pan de ma personnalité. Mais ça peut tenir qu'un temps. Au bout d'un moment, tu te dis bon, là, ça commence à bien faire. J'aimerais bien avoir le dernier mot sur les choix que je souhaite faire, que je pense intelligents, etc. Euh, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que tous les deux, on avait un profil entrepreneurial, qu'on avait envie de monter une boîte. Oui. Et quand Thierry, justement, nous a parlé de son diabète et du fait qu'il était en rémission de diabète, on s'est regardés tous les deux, on a fait là, clairement, j'ai envie d'embarquer dans un business avec lui. Et c'est comme ça que ça s'est fait, tout C'est naturellement. et c'est comme ça qu'est né le projet, Il y a à une... 3 du coup? Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. D'accord. Et du coup, justement, donc vous aviez déjà le sirop, de Yacon en tête. Oui. J'imagine après que vous êtes, fait accompagner pour, élaborer vos recettes, vous aviez déjà rédigé un cahier des charges strict, j'imagine, avec les produits que vous souhaitiez. Vous êtes fait accompagner, comment ça s'est passé justement? Parce que l'alimentation, la food n'était pas vraiment votre univers, donc comment vous êtes fait accompagner pour avoir les premiers produits? Alors en fait, on n'a pas du tout été accompagnés, et on n'est pas du tout d'origine, enfin, on n'est pas du tout dans l'agroalimentaire ou quoi que ce soit à la base. On s'est dit de toute façon, pour qu'un produit soit sain, il faut qu'il soit comme fait maison, en fait. Donc D'accord. donc du coup, il faut qu'on puisse être capable de le faire chez nous, dans notre cuisine avec notre mixeur, quoi, Ah littéralement. OK, donc vous avez fait les premières pâtes à tartiner tout seul à la maison? C'est ça, exactement. D'accord. Je C'est savais. Thierry en particulier, qui est en charge de la production maintenant, qui a commencé à faire des expériences chez lui. On a acheté des noisettes, on a broyé les noisettes, on a mélangé avec du sirop Diacon, on a testé avec soit du cacao en poudre, soit du cacao, liqueur de cacao, on appelle ça, c'est plus en bloc, de la masse de cacao, je crois que ça s'appelle en français, etc. Bon, on a fait différents tests comme ça, jusqu'à trouver la formule qui nous plaisait le plus. On a été confronté par des difficultés parce que comme on n'est pas du tout ni des, oui, des pâtissiers, hein, limite les pâtissiers ont plus de compétences que nous, clairement. On savait pas quelle allait être l'alchimie des aliments ensemble. Et par Mmh. exemple, on a eu des grosses difficultés à avoir une bonne texture de pâte à tartiner au début. On avait des pâtes à tartiner qui étaient soit trop liquides, soit trop denses. Et ça a été une grosse difficulté. Mais en fait, au fur et à mesure, on a réussi à le faire, à À arriver trouver la bonne recette? oui, à trouver la bonne recette. Vraiment, c'était tous les jours, et on est encore en cours d'amélioration, hein, c'est pas terminé. Tous les jours, on essaye d'améliorer, de faire de nouveaux tests, etc. Et ensuite, on s'est dit, bon, bah maintenant, effectivement, on commence à avoir des clients, donc on va peut-être pas pouvoir le faire dans notre cuisine toute notre vie. Donc, on a acheté des machines grâce à la campagne de crowdfunding qu'on a lancée en septembre 2020. D'accord, très bien. Qui Et ouais, qui a très bien marché, j'ai vu. Et justement, pour démarrer votre projet, vous êtes partis, comment en termes de financement? Alors en termes de financement, en fait, il y a une chose qu'on s'est toujours dit entre nous en tant qu'associés, c'est qu'on s'est toujours dit: «On mettra toujours le même argent dans l'entreprise pour qu'il y ait pas quelqu'un qui porte un niveau de risque trop élevé sur ses épaules par rapport aux autres». Parce qu'on voulait vraiment avoir les mêmes, Ouais. parts du capital, et cetera. Donc on s'est dit: «Bon», il y avait certaines personnes dans notre équipe d'associés qui avaient peut-être un peu moins de revenus, et cetera. Donc on s'est dit: «Il faut qu'on fasse un truc vraiment pas cher au début». On n'a pas les moyens, donc on a un petit peu mis d'argent chacun de notre côté. Je crois qu'au tout début, on a mis chacun 3 000 €.
Donc ça veut dire à 3, on a mis 3 fois 3, Ça fait 9, 9, voilà, 9 000. c'est ça, 9 000. Ensuite, on s'est dit, bon, bah, avec 9 000 euros, on va essayer de faire un maximum. Et on a tenu à peu près 6 mois avec 9 000 euros pour tout ce qui est élaboration des recettes. On n'était pas encore vraiment en vente. Le début de nos ventes, ça a été vraiment le crowdfunding. Donc on était plus en phase test. On a fait quand même goûter à certains de nos clients. On a fait quand même un coffret découverte. On a appelé ça la box découverte, qu'on a envoyé à 200 de nos premiers clients qui ont goûté, qui nous ont fait leur feedback, etc. Et ensuite, on a lancé le crowdfunding. Et le crowdfunding, ça a eu pas mal de succès. Ça nous a permis de récolter à peu près 20 000 euros. Ces 20 000 euros qui ont été immédiatement absorbés par l'achat des machines. Bah ouais, ça coûte cher. Donc ça a été une campagne de crowdfunding très intéressante pour nous faire connaître, etc. Mais on a non seulement pas fait de profit, mais en plus on a été vraiment même en déficit. On a dû faire un emprunt par-dessus. Ah oui, pourquoi? Comment vous l'avez préparée cette campagne justement? Vous êtes allés chercher des partenaires, j'imagine, comment vous l'avez construite pour qu'il y ait ce retour? Parce qu'elle a vraiment bien marché, hein? Oui, alors en fait, c'est parce que tout simplement, on s'est dit, bon, voilà, aujourd'hui, c'est pas l'objectif de rentabilité qu'on a avec cette campagne de crowdfunding, c'est un objectif d'acquisition client et de nous faire D'accord. connaître. Ça a été vraiment notre objectif de base. Donc, on Mmh. s'est dit, du coup, on va vendre nos produits vraiment à rabais par rapport à ce qu'on le vendrait normalement. Donc, 30% de moins que ce qu'on les vend aujourd'hui. Surtout qu'on s'est dit, bah voilà, c'est des personnes qui nous font confiance alors qu'on sort de nulle part. Donc, ils méritent franchement de recevoir les produits limite au prix de production que nous on mettait, quoi. Au Mmh. coût de production, quoi. Et donc, ça nous a permis, du coup, de financer nos machines, d'avoir cet apport, mais ça nous a permis aussi d'arriver avec 20 000 euros à la banque et dire, bon, bah voilà, on a déjà 20 000 euros, on a déjà 500 clients qui nous adorent, etc. Et c'est là où la banque te fait confiance et te prête potentiellement de l'argent. Parce qu'ils voient que tu as déjà une traction, que tu as réussi. Totalement. Voilà. Mmh. Ouais. Donc, ça nous a permis d'obtenir un emprunt, ça nous a permis d'acheter, du coup, avec ces 20 000 euros, les machines. Et après, bah, pour le reste, on a acheté aussi des matières premières, mais heureusement qu'on a eu l'emprunt pour payer le reste, quoi. Le reste, ouais. Le coût d'envoi, etc., etc., quoi. Donc, D'accord. Donc c'est la campagne de crowdfunding qui vous a permis, de vous faire connaître et d'aller à de l'acquisition client oui, et j'ai vu également aussi que tu étais très active sur Instagram. oui, Tu l'avais mis en place très tôt, Instagram pour justement commencer à construire une communauté avant même d'avoir les produits? oui. On a commencé à le lancer à peu près 6-8 mois avant notre campagne de crowdfunding. Mais par contre, mais il faut pas avoir honte de ça. Il faut que enfin, pour connaître quelque chose, il faut tenter de le faire. Et nous, Ouais. on s'est lancé Faut sur Instagram, mais on n'y connaissait mais rien du tout. Ah ouais, bah, vous vous débrouillez bien parce qu'aujourd'hui il y a plus de 10 000, vous êtes même à 13 000 je crois, Ouais, qui vous on est suivent. à 13 400, ouais, exactement. Bah, aujourd'hui, on s'est amélioré. Du coup, quand même, en 1 an d'activité, on a appris énormément de comment obtenir des followers, comment, etc. Mais au début, on n'y connaissait rien, donc on pensait que simplement en faisant des jolis posts sur Instagram très intéressants, on allait obtenir des followers. Donc en fait, quand on s'est lancé dans notre campagne de crowdfunding, on avait quelque chose comme mais grand max 2000 followers. Sauf Ouais. que, si je ne me trompe pas, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que quand tu as par exemple, enfin que c'est que à peu près, si tu as beaucoup de chance, tu que 1% de tes followers qui vont vraiment t'acheter. Je vais faire un petit calcul rapide parce que Ouais. je suis pas sûre ce que j'avance, mais en gros, c'est pas énorme, quoi. C'est pas énorme, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas énorme. Non et sur Instagram, c'est pas parce que tu as énormément de followers que c'est forcément des personnes qui vont venir acheter sur le site et c'est ça Oui, qu'il faut ce qu'il faut savoir quand on est sur Instagram, c'est que forcément ça transforme pas, hein. oui, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison, Mmh. Fatima. C'est un truc dont on s'est rendu compte après, parce qu'évidemment, nous, quand on a commencé à construire notre Instagram, on regardait les voisins en disant, waouh, il a 20 000 followers, machin, Mmh. ils doivent cartonner, mais pas du tout. Ça n'a rien à Mmh. voir. Ça a Bah vraiment oui. rien à voir. Alors, par contre, ce qui est intéressant avec Instagram, c'est que si tu arrives à créer un vrai lien avec ta communauté, qui prend du temps, du coup, il faut effectivement, je pense, pas 6 mois, il faut bien 1 an pour créer un vrai lien avec ta communauté.
Aujourd'hui, je peux estimer que j'ai un vrai lien avec ma communauté, avec des clients, qui sont vraiment fans de nous et qui, enfin, je discute avec eux comme si c'était mes potes, quoi. Donc, Ouais. Oui, j'ai vu que tu es très active, dessus, hein. Donc, ouais, tu fais c'est ça, en fait, le secret, tu penses? Enfin, c'est pour avoir, autant de followers? Donc tu fais souvent des lives, j'ai vu? oui, alors en fait, il y a 2 aspects importants sur Instagram. Le premier, c'est obtenir des followers. Le deuxième, c'est créer de l'engagement. Ouais. Et l'engagement est presque plus important que les followers, parce que pour le coup, c'est l'engagement qui va générer une vente, alors que des followers, bon, ça peut être des followers passifs, quoi, qui passent par là et dès qu'il y a un jeu concours, ils vont participer pour obtenir ton produit gratuit, mais en fait, ils sont là pour la Ouais. gratuité des informations ou d'un jeu concours ou d'une promo. Enfin, on fait jamais de promo où on met vraiment à rabais nos prix Mmh. parce que ça serait pas rentable pour nous. Mais voilà, il y a certaines marques qui font parfois des Oui, rabais. puis ça serait déprécier la valeur du produit aussi, donc Exact, tout à mmh. fait. Donc l'engagement, c'est plus important presque que les followers, même si dans un premier temps, bien sûr, il faut que tu attires des personnes sur ton Mmh. compte. Mais l'engagement est très important. Alors l'engagement n'est pas forcément fait de la même manière sur chaque boîte. Dans la nôtre, on a choisi de le personnifier avec moi parce que je me suis prise au jeu en fait, ça m'amuse, j'aime bien faire des stories, j'aime bien faire des lives, j'aime bien communiquer directement avec les followers. Mais il y a des gens qui détestent montrer leur tête et je le comprends totalement. Au début, j'étais pareil, hein, Mmh. by the way, je Ouais. détestais montrer ma tête. Bon, apparemment, une fois qu'on s'y met, ça va. Il Ouais, faut s'y mettre, en fait. en fait, au début, la première fois que tu mets ta tête sur Instagram, tu dis: «Le monde entier va me voir. Tous mes vont être au courant que je mets ma tête» et en Au fait, secours, on va me voir. c'est ça, Tu au te sens ridicule, secours. tu te dis: «Mon Dieu». Qu'est-ce que je vais Et dire? Enfin, c'est vraiment, on a tendance à avoir aussi au début quand on monte une boîte, on a forcément le syndrome de l'imposteur aussi, surtout chez les femmes, où on se ouais. dit: «Ben, attends, je viens pas de la nutrition, je viens pas de l'agroalimentaire, qui suis-je pour donner des conseils?» Et en fait, c'est en le faisant que tu apprends énormément parce que moi, je ne me permets jamais de mettre une story sans être 300 sûre des informations que je fournis. Ouais. Donc je fais des recherches, donc je pose des questions à nos partenaires nutritionnistes pour être sûr que les mots que je vais employer sont les bons. Et en fait, tu apprends. Et à la fin, bah, je vais pas dire que je suis nutritionniste aujourd'hui. Il y a des personnes bien plus compétentes que moi et qui sont diplômées. Mais je sais en tout cas que ce que je sais sur la nutrition est vrai. Euh, Ouais. Tu donc, t'informes, tu apprends et ensuite, tu diffuses l'info. Tu es sûre de l'info que tu diffuses, quoi. C'est c'est ça. pas En mmh. gros, j'ai une phrase que j'utilise tout le temps, c'est fake it until you make it. Yes, Donc, au début, t'as l'impression de fake it et après, tu make it vraiment parce Ouais. que en fait, voilà, tu t'es tellement renseigné, tu as tellement lu de la bibliographie, des recherches scientifiques, etc., que bon, bah, ce que tu fournis comme information, c'est sûr et les gens te font confiance d'ailleurs après à terme, quoi. Ouais, c'est du dur, quoi. C'est Ouais, pas tu c'est pas du inventes vent. rien, c'est pas du vent, quoi. Ouais. Mmh. Donc tu t'es prise, de passion, pour la nutrition, quand même? Oui, vraiment, j'adore ça maintenant. Bah, sur notre compte TikTok, on a 65 000 followers. Ça cartonne. On fait des capsules vidéo de 20 à 30 secondes juste pour expliquer un point clé de la nutrition. Et ça plaît énormément, surtout aux jeunes générations qui, bah, clairement, c'est le genre de profil qui va scroller sur TikTok la soirée. Ils vont s'ennuyer après l'école et en fait, finalement, ils vont s'arrêter que si tu arrives à capter leur attention et si l'information est simplifiée. Euh, Totalement, ouais. Parce ils veulent voir des choses divertissantes et je comprends. Et du coup, c'est un canal. C'est pas notre canal d'acquisition, mais au moins c'est là où on répond à un de nos piliers majeurs chez Yancy, c'est la pédagogie euh, Ouais. et, euh, et ce côté informationnel et de sensibilisation au sujet de nutrition dès le plus jeune Mmh. âge. D'accord. Donc oui, je me suis carrément prise au jeu. Alors, bien sûr, après, voilà, tu reçois parfois des missiles de gens. Alors c'est drôle parce que c'est rarement des nutritionnistes qui t'envoient des missiles, c'est souvent des gens qui n'ont aucune compétence en C'est ça. J'y connais rien, mais ce que tu dis, c'est pas bon, quoi. nutrition. J'ai déjà reçu des trucs du genre, tu dis n'importe quoi, après je vais sur le Ouais. profil, tu 50 followers et je crois que tu es en quatrième ou troisième, je pense. Bon, C'est ça. d'accord. Donc du coup, voilà, mais Moi, c'est Instagram, quoi. Enfin, les réseaux sociaux, en général, il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer, donc c'est ça. Il y a toujours des personnes, ça aussi c'est un message que j'essaye de faire vraiment passer, c'est que
En fait, les seules personnes qui se font jamais critiquer, c'est les personnes qui font rien. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire des choses et se prendre des missiles parfois par quelqu'un qui est pas d'accord avec toi, juste parce qu'il a décidé de pas être d'accord avec toi ou parce que ta tête lui revient pas. C'est Exactement. fine, mais au moins tu fais quelque chose toi. Alors que la personne qui est derrière son ordi et qui parfois met même pas de photo de profil, quoi, et qui envoie des missiles, bon bah, elle fait pas grand Ouais, chose finalement. ça fait pas grand-chose. OK, et je voulais justement revenir sur les canaux d'acquisition que vous utilisez. C'est quoi les principaux? Alors les canaux d'acquisition qu'on utilise le plus, bah, c'est Instagram avec, des influenceurs. Ouais, On a très peu d'influenceurs qui fonctionnent bien, mais ceux qui fonctionnent bien, on travaille avec eux chaque mois. Donc ils font, soit des posts, soit des stories en parlant de nos produits et ça, c'est ouais, hyper. j'imagine des influenceurs qui sont totalement en cohérence avec les produits, qui sont dans le domaine de la food, plutôt saines, Ouais, donc non, c'est important de bien choisir ces influenceurs parce que j'en ai vu aussi, que j'ai accompagnés, se aller vers l'influence très rapidement et finalement, ne pas avoir de retombées, pas de vente parce que du coup l'influenceur, correspond pas du tout à la marque en fait. ouais, tout à À fait. la marque, à la cible, voilà, à laquelle, ton produit s'adresse. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs pour Mmh. ça, j'ai un énorme conseil et c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. C'est que, en fait, il faut pas il faut pas essayer d'aller capter l'attention de tous les influenceurs qui sont hyper réputés. Il faut que tu prennes, quitte à ce que ce soit des influenceurs qui sont plus petits, mais que tu prennes quelqu'un qui soit dans ton ultra, ultra niche. Exemple, nous, notre boîte, c'est clairement, le concept de notre boîte, c'est le sans sucre. Donc aujourd'hui, on est en train de quadriller le paysage des influenceurs, des podcasteurs, des blogueurs, des écrivains, des journalistes qui Mmh mh. sont dans ce milieu du sans sucre, qui font partie de cette communauté qui est ultra soudée. Niché aussi. Exactement, et Mmh. qui ont cette obsession du sans sucre ou alors de réduire le sucre dans leur alimentation, etc., etc. Et on va les capter tous et on fait des partenariats avec eux. Mais par exemple, typiquement, on a fait des partenariats avec des gens qui font de la food healthy. Mmh mh. On pourrait se dire de prime abord, tu dis bah ouais, ça va fonctionner parce que bon bah nous aussi c'est de la food healthy. Mais en fait, la food healthy, c'est pas la même chose que le sans sucre parce que la communauté des gens de food healthy, c'est des gens qui vont aller chercher plus peut-être de l'information sur comment faire des plats chez eux qui vont être sains. Donc une salade, qu'est-ce que je mets dedans? Je mets un peu de noix, Ouais. je mets un peu de protéines, un peu de Mmh. machin, un peu de trucs et ça me fait une super salade super healthy. Mais c'est pas les gens qui sont obsédés par le sans sucre. Donc, c'est-à-dire les gens qui sont obsédés pas obsédés, qui sont accros au sucre ou les personnes qui sont atteintes d'obésité, donc du coup qui consomment beaucoup trop de sucre souvent, ou les personnes qui sont atteintes de diabète, ou les personnes, enfin j'en passe, c'est eux qu'on veut venir capter. Et on veut capter l'attention de tous pour le coup. Là, pour le coup, on veut tous les faire à 100%. Euh, Ils sont pas nombreux, mais par contre, ils sont très engagés, les gens qui sont dans ces Mmh communautés. mh. Donc ça, c'est le conseil que je donne. Par exemple, j'ai un autre exemple qui est un peu connexe à notre business parce que nous, on fait des produits qui sont aussi véganes et 100% naturels et sans gluten. Oui, bah les véganes nous intéressent aussi, mais c'est un peu comme nos cousins, quoi. C'est pas vraiment, Ouais, c'est pas le cœur de cible, quoi. c'est pas le cœur de cible. Parce que des Ouais. produits véganes, il en existe, des pâtes Mmh. à tartiner véganes, il en existe plein d'autres. Ouais. Mais une pâte à tartiner végane et 100% sans sucre, il y en a aucune. Donc, c'est pour Mmh. ça qu'on va les capter plutôt les sans sucre. Donc, Mmh mh. D'accord. Votre cœur de cible, c'est vraiment les personnes qui sont dans la démarche de ouais, consommer sans sucre, en fait. C'est ce exactement, qu'on veut c'est des ça. gens, quoi. Donc, Mmh. c'est des gens potentiellement qui ont acheté même un livre sur le sans sucre. Ouais. Il y a plein de livres qui se développent sur Ouais. comment améliorer la façon dont on Mmh. consomme du sucre, etc. Et donc, c'est eux dont on veut capter l'attention. Mais si par exemple, je te dis au hasard, tu as monté une boîte dans le qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Voilà, tu as une marque qui crée des faux steaks de viande, donc Mmh mh. de la viande vegan, bah là, pour le coup, tu vas aller travailler avec des influenceurs qui sont véganes. Végane. Mmh. Là, c'est ton cœur de cible. C'est des Mmh. gens qui cherchent vraiment à remplacer la viande par de la viande végane. Mmh. Nous, on cherche des gens qui cherchent à remplacer le sucre de canne par un nouveau sucrant meilleur pour la santé. Donc ça, c'est ce qu'on cible.
D'accord. Donc tu disais le premier canal d'acquisition, donc les influenceurs Oui. et le second? Comme ça Et le second, c'est nos, bah, en fait, la vérité, c'est que les influenceurs, c'est vraiment le truc qui marche le mieux. Ah oui, bien sûr, sur Instagram aussi, la vente organique, c'est-à-dire des gens qui nous follow et puis ensuite nous achètent. Et un petit peu après l'emailing aussi. Ça fonctionne d'accord. aussi pas mal. Pour le moment, on n'utilise aucune ads, Facebook Ads, Google Ads, Ouais, on utilise vraiment pas très très peu. de Mais d'accord. mais c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'on attend de s'y mettre à fond parce que on n'a pas le temps de tout faire, surtout quand on est en équipe limitée comme nous en ce moment. Mais dès avril, on a décidé de se mettre à fond dans Facebook Ads et Google Ads aussi, parce que je pense que c'est des très bons canaux d'acquisition aussi. D'accord. Donc le plus gros pourcentage de vente, il vient de l'influence. Oui, Ensuite, tu disais Instagram et du mailing, c'est ça, dans l'ordre? dans l'ordre. D'accord, OK. Aujourd'hui, vous avez combien de clients ou? Alors on a des clients en ligne et on est vendu aussi dans des magasins bio en Ouais, France. bah, oui, c'est une cible aussi en fait le B2B, parce que j'ai vu que vous étiez présente dans quelques Biocoop notamment? Ouais, tout à fait. Magasins bio partout en France, surtout des Biocoop effectivement pour le moment. On est dans une soixantaine de magasins bio maintenant. Et en ligne, on est à peu près 2000 clients online direct. D'accord, et ça, c'est du démarchage en B2B, j'imagine? Tout à fait, c'est du porte-à-porte. C'est Clément qui fait le tour de la France en voiture et qui s'arrête à chaque magasin bio devant lequel il passe et il dépose des petits échantillons de pâte à tartiner pour faire goûter. Et après, il D'accord, rappelle une semaine, 2 semaines plus tard pour relancer et savoir s'il souhaite nous référencer. d'accord. C'est comme ça que vous êtes, répartis les tâches entre associés? Oui, donc sur les 3 associés, donc moi je suis en charge de tout ce qui est marketing, communication, partenariat, recrutement et management. C'est moi qui manage les équipes pour le moment. Clément est en charge de tout ce qui est sales, commercial et B2B. Oui. Et Thierry est en charge de tout ce qui est production. Donc c'est lui qui est dans notre atelier de production tous les jours à produire les pâtes à tartiner qu'on vend ensuite. Et il s'occupe de la comptabilité aussi. D'accord. Bah, c'est bien, c'est une bonne répartition et c'est produit en France, hein, il faut le dire, donc Oui, dans quelle région? en Auvergne, à côté de Vichy, dans la campagne D'accord. vichysoise. OK. Bah, très bien. J'avais vu, je voulais aussi aborder avec toi un peu, les problématiques quand on entreprend, parce que j'ai vu aussi que vous en aviez eu, quelques-uns, Ouais. sur 1 an et demi, notamment parce que j'ai participé à la campagne de crowdfunding notamment, de ces problèmes de livraison. J'imagine avec le Covid, c'était compliqué. Il y a eu aussi le changement de nom, puisque avant c'était, Ouais, June. ouais. Alors comment, justement, vous surmontez tout ça avec, Clément et Thierry qui vous a rejoint, ces phases difficiles quand on est entrepreneur? Oui, effectivement, à la fin de notre campagne de crowdfunding, en fait, on a attendu nos matières premières pendant 6 mois. Donc ça a été vraiment très dur d'un point de vue psychologique parce que non seulement tu peux pas livrer tes premiers clients qui t'ont fait confiance et qui normalement c'est vraiment ton cœur de cible, c'est les gens qui t'aiment le plus. Donc là, tu Mmh. les déçois, enfin toi, tu as la perception de les décevoir un peu et non seulement tu peux pas vendre en parallèle, tu peux pas vendre à des nouveaux clients. Donc pendant 6 mois, tu fais zéro de Ah chiffre oui. d'affaires. Ah oui, vous étiez complètement à l'arrêt pendant 6 mois, même pour vendre quoi, à côté? Même pour vendre, on était complètement à sec, on avait plus aucune matière première pour, voilà. Et ça, c'était à cause du Covid notamment parce que, le secteur des transports et tout, a pris très Était cher, à l'arrêt, ouais. voilà, était à l'arrêt. Donc ça, c'était vraiment très compliqué. Donc on en a énormément, souffert, mais ce qu'on se dit à chaque épreuve, vraiment, c'est ce que je me dis à chaque fois, je me dis: «Mais en fait, chaque épreuve de l'entrepreneuriat, il est fait pour te tester, pour savoir si tu es fait d'être entrepreneur ou pas, à être entrepreneur ou pas. Si tu abandonnes maintenant, c'est que finalement, à ce timing de ta vie, tu étais pas fait pour être entrepreneur parce que tu étais pas prêt à encaisser tout ce qu'il faut encaisser. Donc, Mmh. et puis nous, on a eu le problème des matières premières, mais d'autres entrepreneurs pourraient avoir d'autres soucis qui les empêchent de Totalement. vendre pendant 6 mois. Et peut-être il manque un brevet, peut-être que je sais pas. Voilà. Donc nous, on a eu cette première difficulté. Et la deuxième difficulté qu'on a eue, mais finalement qui n'était pas si grave que ça, c'était effectivement, on s'est lancé sous le nom de June. Et en fait, il se trouve qu'il y a une autre marque qui s'appelle un peu similairement
française aussi, qui s'écrit pas pareil, qui n'est pas dans le même secteur d'activité, donc on a cru que c'était fine et c'était pas fine du tout. Donc D'accord. c'était voilà, donc ils nous ont gentiment dans un premier temps demandé de changer notre nom. Je pense que si on n'avait pas changé notre nom, ils auraient été un peu moins gentils, donc on a choisi de céder là-dessus et puis on n'était vraiment pas attaché à ce nom et aujourd'hui je n'ai aucun regret parce que Yancy c'est un nom beaucoup plus international, beaucoup plus frais, je trouve. Et voilà. Donc, j'ai aucun problème. Ouais, moi je le trouve très bien, le nouveau nom. Puis effectivement, quelque part au moins, c'est vrai que ça évite, de penser aussi à cette autre marque qui C'est ça. qui se prononce pareil. Du coup, là, au moins, on se distingue beaucoup mieux, quoi. Voilà, Mais exactement. en tout cas, pour tout ce qui est problème de livraison, je trouve que vous avez bien assuré. Je pense que le conseil, c'est aussi de quoi qu'il arrive, donc de tenir au courant sa communauté, puisque je crois même que Clément a appelé, hein, je l'avais eu au téléphone, je crois il avait appelé les personnes, les clients sur le crowdfunding une par une, Oui. pour leur dire qu'il y avait des problèmes de livraison. Donc je trouve ça, vachement bien. Il y avait même des vidéos live où tu expliques pourquoi, donc Ouais. comment le bateau était coincé, je crois, quand c'est au Royaume-Uni, quand il arrivait là-bas, il était, À la douane après. à la douane, voilà, c'est ça. Donc moi, je trouve que c'est, voilà, de faire preuve de transparence justement avec sa communauté et ses clients, bah, ça permet aussi de faire en sorte que, bah, ils s'énervent pas et qu'au contraire, ben, ils sont contrairement à ce que tu peux toi ressentir, qu'ils vont être déçus, c'est tout le contraire en fait. Le fait de savoir ce qui se passe, ça rassure. Exact, exact. Mais c'est exactement ça. Et puis, c'est très important de communiquer avec les gens, etc. Même on le voit aujourd'hui hein, sur notre SAV, on constate tout de suite que quand tu réponds immédiatement à tes clients et que tu t'excuses platement et que tu es transparent en plus, hein, nous on dit toujours les raisons pour lesquelles, si de temps en temps c'est très rare, mais que ça nous arrive encore de temps en temps de livrer un peu en retard. Alors aujourd'hui, nos retards, c'est plus 6 mois, hein, je vous rassure tout de suite. C'est à peu près 2 semaines, quoi. Ça peut arriver qu'il y a un petit blocage quelque part avec notre logisticien ou autre. On communique toujours. Parce que en fait, oui, il va y avoir quand même certaines personnes qui vont être quand même mécontentes, mais c'est toujours mieux d'avoir des gens qui sont mécontents parce que tu as été trop transparent que des gens qui sont mécontents parce que tu n'as pas été transparent et que tu as voulu cacher des informations et voilà. Donc, Exact. donc franchement, c'est vraiment la clé de communiquer à fond, d'être très proche de ses clients aussi, parce que en fait, moi, je me suis toujours pendant la campagne, à la fin de la campagne de crowdfunding, quand on a attendu pendant 6 mois nos matières premières, vraiment, il y a un moment donné, je me suis dit, ça se trouve, les gens, ils vont se dire qu'on est une fraude, quoi. On est parti aux Bahamas avec les 20 000 miles qu'on s'est fait. On est en train de s'acheter un bateau et on va faire le tour du monde envoyé, quoi. Mais non, pas C'est du tout. ça. C'était vraiment Pas du pas du tout. tout. On était plutôt en dépression à Vichy, en train de regarder une machine qui n'avaient rien à faire de leur journée, quoi. Ouais. Donc ouais, non, mais c'est très bien à retenir, donc la transparence et puis en plus de ça, c'est en adéquation avec les valeurs de la marque, donc Ouais, je pense que du coup, la communauté, elle l'a vu et ça c'est vraiment top oui. et et bah, merci beaucoup Raphaëlla pour, toutes, ces réponses. Je vais arriver vers, la fin. Je voudrais savoir justement, c'est quoi vos prochains défis pour 2022? Nos prochains défis pour 2022, ça va être de lancer des nouveaux produits. D'accord. Donc ça, je pèse mes mots quand je dis que c'est un défi parce qu'en fait, quand tu lances un nouveau produit, il y a toute la phase en amont de R&D et de test auprès des clients et ensuite de faire connaître tes produits. Donc en fait, c'est comme si quand tu lances à chaque fois que tu lances un nouveau produit, c'est comme si tu faisais un mini lancement de boîte à nouveau. Donc il faut Mmh faire tout un système de communication autour de ça, etc. Le mh. deuxième défi, c'est l'acquisition client, bien sûr, parce que pour le moment, on a à peu près 2000 clients en ligne et à peu près une soixantaine de magasins bio. Mais l'idée, c'est nos objectifs d'ici à fin 2022, c'est d'être dans 300 magasins bio à peu près. Oui. Et en termes de clients, multiplié par 5 ou 6. Donc, ça va dépoter, quoi. Ah ouais, ça va dépoter là, c'est des gros défis pour 2022. Ouais, des gros défis, mais voilà, on veut vraiment tout donner. On est vraiment une boîte qui ne veut pas stagner. On veut grandir vraiment très très rapidement. On ne veut pas rester en stade de PME parce qu'en soi, on pourrait se satisfaire de ce qu'on a. Mais nous, on a envie de vraiment d'étendre et d'avoir une belle boîte dans les prochaines années
qui puisse embaucher du monde, etc., quoi. Donc, International aussi? oui, carrément, parce qu'en fait, si tu veux, ça dépend des stratégies, mais nous, notre stratégie, c'est de capter toute la communauté du sans sucre, comme je te parlais. Donc, on Ouais. va rapidement l'épuiser, je pense, en France, en Belgique et en Suisse, donc les endroits un peu francophones. Mais Mmh. par contre, au UK, donc en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et ensuite, bien sûr, aux États-Unis, il y a une grosse communauté des gens sans sucre. Donc, Ah ouais, ouais, donc on veut ouais. rapidement aller s'exporter, c'est-à-dire là en 2022, on va quadriller toute la France, la Belgique et la Suisse, et à partir de 2023, ça va être international. Mmh. Ouais, bah, oui, des communautés sans sucre, il y en a un peu partout dans le monde, donc C'est ça, il va falloir vous déployer partout. c'est ça, exactement. Mais on adore, et puis il se trouve que, enfin, Clem et Thierry sont bilingues en espagnol, donc ça va être pratique quand on va se développer en Espagne. Et puis moi, je suis bilingue en allemand, ma mère est autrichienne, et je parle aussi bien anglais parce que j'ai vécu aux États-Unis, donc du coup, ça va être pratique quand on va se développer en Allemagne et donc du coup aux États-Unis. Et au D'accord. UK, comment puis Et ouais, bah oui, faut pas oublier. Puis le marché des États-Unis, ça donne un bon gros marché là-bas, donc ouais, ouais. ouais, Vraiment, mais d'ailleurs, on a comme on communique qu'en français pour le moment, on n'a pas encore d'Américains qui nous contactent, mais par contre, on a leurs voisins, on a des Canadiens qui nous contactent et qui sont à fond et qui nous disent: «Est-ce que vous livrez au Canada?» ouais, etc. Pour le moment, on peut pas livrer là-bas parce que les frais de livraison sont vraiment incroyablement investir. élevés. Donc, il Mmh. faut qu'on produise sur place pour ensuite se développer sur place, quoi. Donc D'accord. 2023. Bon, vous allez faire pousser du yucca, partout en fait? Bah ouais, on va commencer par la France, après, pourquoi pas s'étendre aux États-Unis et au Canada, hein. Bah, ouais, un peu partout, hein. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire? Oui, alors il y a Pauline Duval, qui m'inspire énormément, qui est en fait une femme qui a démarré sa carrière aux États-Unis et qui ensuite est rentrée en France pour reprendre, l'entreprise familiale, Mmh notamment. mh. Et elle m'inspire beaucoup parce qu'elle est arrivée donc, dans un peu un milieu d'hommes, parce que l'entreprise qu'elle a reprise, c'est une entreprise d'investissement. Et en fait, elle a fait carrément sa place, et même, au-delà de faire sa place, elle a dit: «Bah, OK les mecs, vous êtes sympas avec vos investissements, dans des trucs hyper safe et tout, mais moi je vais prendre un méga risque et je vais investir dans des trucs dans lesquels vous auriez jamais cru investir avant». Par exemple, ça a été une des premières investisseuses dans, Lydia. Ah oui, d'accord. Voilà, donc Lydia, bon, aujourd'hui, ça devient quelque chose qu'on utilise tous les jours pour des paiements Mmh. en ligne, mais il faut savoir qu'il y a encore 5 ou 6 ans, c'était un truc d'ovni, quoi. Envoyer de l'argent grâce à un texto, c'était comment ça? Pas C'est sécurisé, clair, pas de banque, voilà quoi. ouais. Donc elle a su un petit peu faire bouger les lignes, et donc c'est pour ça qu'elle m'inspire énormément. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour elle ait un œil pour nous, parce que j'aimerais bien l'avoir à nos côtés. Et puis une autre femme qui m'inspire énormément, c'est Elsa Hermal, qui a monté Épicerie, qui est une start-up qui a cartonné. Donc aujourd'hui, elle est sortie de sa boîte, elle l'a revendue très bien, et elle parcourt le monde en faisant de la gymnastique un peu partout dans le monde. Elle est acrobate en plus de ça. Ah Et, oui, je et, savais pas. ouais, et j'aime bien les gens qui ont un peu ce profil businesswoman, mais à la fois, bah, j'ai un peu une passion un peu fucked up et qui a rien à voir. Avec, ouais, c'est drôle, c'est sympa ça. Je trouve ça fun. Bah, ouais, c'est fun. Ça aurait pu être quelqu'un aussi qui dans ses heures perdues, fait des sculptures, quoi. Mais j'aime bien les profils un peu atypiques comme ça, c'est chouette. Et voilà. Donc ce sont les deux femmes rôle modèle qui m'inspirent en ce moment. OK. Et quel conseil tu donnerais justement à une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat? De ne pas écouter son entourage, surtout pas, Ah d'accord. parce que sinon je me serais pas lancée moi. Euh, Ah d'accord. Parce que On t'a pas encouragé, dans ton entourage proche? alors c'est pas méchant, vraiment c'est pas méchant, mais les gens vont te dire ce genre de phrase. Et en tant que femme, enfin, je, on a j'exagère un peu, il y a certaines femmes qui ont méga confiance en elles, mais moi je fais partie de ces femmes qui avaient peut-être pas autant confiance en elles que ça, et donc beaucoup de choses pouvaient me faire douter, en fait, sur ma capacité à monter une boîte, etc. Mmh. Et on va te sortir ce genre de petites phrases qui vont parfois te faire douter, du genre: «Mais attends,
tu quittes le consulting où tu gagnes je sais pas combien pour aller dans une boîte où tu vas gagner 0 au début et peut-être pendant 3 ans, tu vas pas te reverser de salaire. Et là, tu fais, ah oui, c'est vrai, je vais pas gagner d'argent au début. Ou alors, on va te sortir une phrase du genre, quand même, Raph, enfin, pourquoi tu veux monter une boîte là-dedans? Enfin, ça existe déjà, ton truc. Ouais. Et en fait, il faut pas écouter parce qu'en fait, des produits qui existent déjà, je pense qu'aujourd'hui, tout a été, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été inventées. Maintenant, Exactement. ça dépend comment toi tu le personnifies, tu l'adaptes à toi et comment tu le mets en avant, tu le marketes, etc. Il se trouve que nous, personne n'a fait de sirop diacone en France avant, donc on est quand même bien différents. Ça m'a pris du temps à l'expliquer à mon entourage, mais maintenant ils l'ont compris. Mais aussi, voilà, la façon dont tu le marketes, ça va potentiellement intéresser différents types de profils, différents types de cibles. Et donc, ton produit peut très bien cartonner, même si ton voisin fait à peu près la même chose. Donc, il faut pas écouter les gens qui te font douter. Par contre, il faut écouter les gens qui t'encouragent. Si tu as des gens qui disent ouais, go, vas-y, vas-y, Vas-y. il faut les écouter. Mais moi, j'ai eu plus dans mon entourage des gens qui, à la fois, me disaient ouais, bravo Raph, mais bon, quand même, et me faisaient douter, quoi. Et donc, il faut pas se laisser douter parce que tu sauras la vérité qu'une fois d'avoir essayé. Donc, c'est ce que je répondais toujours, par exemple, à ma mère qui vous préférait que je sois safe dans mon boulot, etc. Et je lui disais, écoute, maman, aujourd'hui, soit je reste dans mon boulot et je fais une dépression, soit je, soit je Ouais. monte ma boîte et je ferai peut-être aussi une déprime parce qu'elle marche pas, mais au moins j'aurais essayé. Et ça, Totalement. c'est quelque chose de très gratifiant, je trouve, d'avoir au moins essayé et de se dire, bon, bah, ok, bah, je retourne dans le consulting, du coup, comme ça n'a pas fonctionné. Ouais, tu pas de regrets au moins, tu as essayé quoi. C'est ça. Donc effectivement, écouter les gens qui nous encouragent, c'est quand même plus, gratifiant et puis ça aide quoi, à sauter le pas parce que c'est déjà pas facile de sauter le pas. Oui, Donc si, tu pas quelqu'un derrière qui te pousse, et c'est tout le contraire, tu entends que des messages négatifs, c'est pas top quoi pour démarrer une épreuve comme celle-ci parce que comme, on l'a bien vu sur ton parcours, vous avez eu des hauts, des bas donc c'est clair. autant être bien entouré quoi dès le départ. C'est clair. D'ailleurs, c'est Mmh. très drôle parce que comme on a eu pas mal de difficultés au tout début, les 6-8 premiers mois, quoi, en gros, on a galéré. Nos potes, aujourd'hui, quand on leur raconte les résultats qu'on a réussi à générer en l'espace de 8 mois de commercialisation, ils nous disent, ah, mais en fait, ça fonctionne, votre truc. Bah oui forcément, bah C'est ça. Donc, faut vraiment pas se laisser décourager et il faut y aller à fond, il faut se faire confiance et il faut tenter. De toute façon, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de rien faire du tout, en fait, je trouve. Donc, totalement. il vaut mieux avoir Enfin, essayé plutôt que de regarder les autres essayer et toi t'oses pas dans ton coin, quoi. C'est triste. Mais par contre, ce qu'il faut écouter, là où il faut ouvrir grand ses oreilles, c'est les feedbacks sur tes produits. ouais, toujours écouter les clients. Tes clients et Souvent, aussi ton c'est entourage. Si entourage. par exemple, quelqu'un goûte ton produit et dit Raph, j'aime pas ce que tu fais. Faut vraiment analyser pourquoi la personne elle aime pas le produit, etc. Parce que en fait, si tu te mets des œillères, c'est là où en fait au début tu vas peut-être attirer une niche de clients qui vont aimer ce que tu fais, mais après quand tu vas vouloir t'étendre, les autres ils Mmh. vont pas vraiment aimer en fait. Et c'est ce qui nous est arrivé à nous. Nos premières versions de pâte à tartiner, les gens les aimaient pas trop. Et pour le coup, aujourd'hui, on a réussi à faire des pâtes à tartiner que tout le monde aime. Et quand on a fait goûter aux mêmes personnes qui au début n'aimaient pas trop, ils sont genre ah ouais, là vous avez fait un progrès, c'est top, etc. Et donc ça, il faut ouvrir grand ses oreilles sur les feedbacks. Il faut pas être trop orgueilleux et savoir prendre aussi des Mmh. missiles qui sont pas toujours agréables à écouter, mais qui vont te faire progresser beaucoup plus vite. Mmh. Ouais, totalement. Comme tu dis, écouter les feedbacks, ça fait améliorer justement son produit et pour avoir quelque chose de meilleur après et aller toucher encore plus de monde, quoi. C'est comme Donc ça c'est que ta hyper boîte va important. cartonner, ouais, d'ailleurs. Totalement, c'est comme ça que tu avances. Mmh. Ouais. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne? Alors c'est assez marrant parce que c'est pas vraiment une maxime, mais c'est c'est dans les moments de difficulté parce que la plus grosse difficulté, ça a été quand même le début de notre aventure avec les matières premières. Mais tous les jours dans le parcours d'entrepreneur, tu te retrouves devant des difficultés qui te font un peu bader en fait, hein, qui te mettent un peu le moral dans les chaussettes. Et j'ai toujours la musique de Coldplay qui tourne en boucle dans ma tête, qui donc Laquelle? c'est Nobody Said It Was Easy.
Donc personne Ah ne oui. dit que c'était facile. J'ai cette musique qui tourne en boucle et ça me rassure en fait. Je me dis, bon bah même Coldplay qui cartonne, et genre tout le monde les connaît à l'international, ils ont chanté cette chanson. Ça veut dire que ça n'a pas toujours été facile pour eux non plus. Donc ça me donne du courage en fait. Donc Mmh. voilà, c'est à peu près le. Non, mais c'est sûr que c'est même pour les stars d'aujourd'hui, les grandes stars, je pense que ça a pas été facile, ils sont pas arrivés là d'un coup, donc Ouais. elles sont passées par des épreuves aussi. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, ça, c'était un point aussi dont je voulais parler. Ça me permet de rebondir dessus. C'est qu'en fait, faut pas avoir peur d'être un petit peu clivant. Parce que parfois, on a peur de dire quelque chose qui va pas plaire à certaines personnes. Mais sauf qu'en fait, il faut l'être un peu parce que c'est que comme ça que tu vas devenir connu sur un sujet. Donc, par exemple, moi, au début, j'osais pas trop dire on n'est pas à tartiner sans sucre parce que le sans sucre, c'est très mauvais, etc. Parce que j'avais peur de recevoir des missiles de gens qui me disent t'exagères un peu, machin et tout. Aujourd'hui, je l'assume pleinement que le sucre, c'est vraiment mauvais pour la santé. Mmh. Faut pas culpabiliser non plus quand on en consomme de temps en temps. Mais notre boîte est construite autour de ça et c'est une vraie conviction, c'est un cheval de bataille en fait. Et je pense que certaines stars, parfois, ont été très jugées sur certains comportements qu'ils ont pu avoir ou certains mots qu'ils ont pu dire, mais finalement, ça a été, ils l'ont fait peut-être un peu pour une raison spécifique, quoi. Euh, Mmh. Par exemple, il y a certaines stars qui ont décidé de prendre un camp politique aussi. Donc, certaines stars qui ont décidé d'être, par exemple, contre Trump pendant les élections. Ben, tous les gens qui étaient pour Trump, du coup, l'a détesté, parce que je pense à une en particulier, l'a détesté, mais en échange, toutes les personnes qui étaient contre Trump l'ont adoré et l'ont mis vachement en avant, etc. Et elle a pris énormément de notoriété. Donc, faut pas avoir peur d'être un peu clivant parfois. Voilà. Oui, il faut juste assumer, et puis voilà, et puis les personnes qui apprécieront que tu assumes, te suivront, quoi. C'est ça, exactement. Mmh. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire que tu aimerais partager avec nous? Oui, alors, il y a le podcast La Relève, de Thibault Lamarque, qui est vachement bien parce que ça parle vachement, d'entrepreneuriat, d'innovation et cetera, de gens qui ont osé se lancer. C'est Mmh. vachement inspirant. Et puis il y a un livre, malheureusement, il est qu'en anglais, mais moi qui m'a vachement inspiré pour avoir un mindset un peu plus américain en fait dans ma manière de fonctionner, parce que nous souvent les Français, on a un peu peur de parler d'argent, on a un peu peur de parler du fait que ouais, on va être riche un jour, on a envie d'y aller. Ouais. On a voilà, on est un peu on a peur en fait, même si au fin fond de nous on le ressent, on va pas le dire à l'oral. Et donc j'ai lu un livre d'un mec qui s'appelle Alex Hormozy, qui s'appelle $100 million Offers. Et en fait, c'est un livre qui parle de la manière dont tu peux présenter une offre de produit ou de service pour générer de la vente. Et lui, il y va vraiment cash, quoi. Et il te donne toutes les méthodes et les tips hyper spécifiques. En plus, c'est hyper Ouais. précis. C'est-à-dire que tu peux prendre ce livre et après l'implémenter dans ta boîte directement pour comment formuler ton offre pour que les gens aient envie d'acheter et pour que tu deviennes un client. Et ça te D'accord. fait la confiance en toi et ça te permet aussi après à chaque fois que tu regardes ton business, tu dis est-ce qu'il est trop franchouillard dans le sens est-ce que j'ai osé aller jusqu'au bout de mes idées, tu vois. Donc voilà, ce sont les deux choses que je recommande. En tout cas, c'est les choses qui me font avancer dans ma vie de tous les jours et qui m'encouragent. D'accord, bah, je le mettrai dans les recommandations, puis j'irai voir ce livre, ça m'intéresse aussi. Yes. Bah, très bien, bah, pour terminer, est-ce que si on veut t'écrire, ça se passe où? Si vous voulez m'écrire, le mieux, c'est par email. Donc, mon adresse email, c'est Raphaela, donc RAPHAE2LA, @yency, YENCY.co. N'hésitez surtout pas à me contacter. Dans mes emails, je réponds toujours dans les 3 jours. On recrute aussi chez Yancy, surtout à partir de mai. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour stage, alternance et éventuellement, si vous avez un profil exceptionnel, CDI. On offre aussi quelques postes en CDI. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Il y aura les annonces sur le site, j'imagine? Ouais, tout à fait. On Dans a déjà dans sur LinkedIn, on a sur posté LinkedIn. tous les posts. Donc, on cherche des gens en commercial sales, on cherche des gens en production, dans notre laboratoire de production en Auvergne. C'est les 2 postes les plus importants pour nous actuellement. Et puis après, éventuellement, des personnes qui ont une expertise en SEO, SEA, marketing digital. Voilà. OK, très
Très bien, bah, c'est noté. Et puis on vous retrouve sur le site, hein, Oui, avec plaisir. pour acheter, les produits et les tester et puis, en consommer et puis je vais essayer d'y mettre aussi mes filles. Oui, avec plaisir. Alors, ce que je dis toujours pour les personnes par hasard qui nous écoutent et qui sont justement dans cette communauté du sans sucre, je m'adresse à vous particulièrement. Si vous êtes vraiment dans la communauté du sans sucre, ça veut dire que vous êtes déjà sensible à la question de l'indice glycémique et du fait que ça fait augmenter le taux de sucre dans le sang. Ce que je dis toujours à ces personnes en particulier et aussi aux personnes diabétiques, c'est que n'ayez pas peur, vous pouvez acheter nos produits puisque si il se trouve que sur vous, ça élève le taux de sucre dans le sang, je vous rembourse. Et vraiment, c'est un engagement de ma part parce que je suis convaincue que ça n'élève pas le taux de sucre dans le Oui. sang. On l'a testé sur Thierry, notre associé qui est diabétique lui-même. Je l'ai testé sur moi. Nos clients ne nous ont jamais demandé de les rembourser. Donc, si vous avez une crainte à un moment donné, vous vous dites « Ah, mais zut, je vais pas dépenser cet argent si jamais ça marche pas sur moi, nanani, nanana », faites-le. Faites le test sur votre glycémie. Si ça élève votre taux de sucre dans le sang, je vous rembourse. Donc, il n'y a aucun risque que vous preniez à acheter nos produits. D'accord. Donc, autant tester alors. Non, Oui, c'est remboursé. Si ça marche pas, c'est remboursé. c'est ça. OK, et bah, merci beaucoup Raphaëlla, merci beaucoup pour cette interview, c'était super intéressant. J'étais très, très heureuse de partager ce moment-là avec toi Moi et aussi. je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est si vous hésitez aujourd'hui à vous lancer et que vous n'osez pas tout lâcher du jour au lendemain, moi, ce que j'ai fait pour démarrer mon aventure entrepreneuriale, c'est que je suis restée en poste pendant 8 mois en montant en parallèle mon projet entrepreneurial. Ceci dit, une fois que vous êtes prêt à vraiment vous lancer à fond pour générer vraiment des ventes, il faut tout lâcher. Donc, il y a un moment donné où vous allez devoir prendre ce courage à deux mains et de poser votre démission et de quitter parce que vous n'allez jamais pouvoir emmener votre entreprise là où vous voulez l'emmener en étant encore en poste. Déjà parce que tout simplement, vos clients vont pas vous faire confiance s'ils voient que tu as un poste aussi à côté. Ça veut dire qu'en gros, tu crois pas assez à ton projet pour quitter ton poste. Ouais, c'est vrai. Il y a un moment, il y a Ça un, donne pas une bonne image, ouais. ça donne pas une de bonne image, il y a une certaine incohérence. Donc, faut, dans un premier temps, je comprends, pendant les 8 premiers mois, en attendant de voir s'il y a vraiment une traction, etc., restez en poste, restez safe, et ensuite lâchez tout pour vous mettre 100% dans votre projet et n'écoutez pas trop les gens négatifs autour de vous. Voilà. OK. Bah, merci beaucoup Raphaëlla, Merci Fatima, c'était un plaisir. également. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.